Nous allons passer à la table ronde, la première table ronde de la matinée. On va parler de gestion d'obsolescence et de propriété intellectuelle. Vaste sujet. On va en parler avec maître Sandrine Clavier, qui est avocate au barreau de Marseille, associée fondatrice du cabinet Pint Avocat. Avec Patrick Debon, qui est sous-directeur technique au service de soutien de la flotte à Toulon, et avec Jean-Luc Battista, qui est responsable du programme Avion Atlantique 2 à l'AIA de Cuers-Pierrefeu. Messieurs, madame, si vous voulez bien vous installer ici, je vous en prie, on peut vous accueillir comme il se doit. Alors, une petite définition avant de rentrer dans le vif du sujet. Installez-vous, je vous en prie. Patrick, c'est ici. Voilà, mettez-vous tous les trois au même endroit. L'obsolescence correspond au fait d'être dépassé, ce qui peut se traduire in fine par la transition de l'état de disponibilité à l'état d'indisponibilité d'une entité auprès de son fabricant. Ainsi, l'obsolescence technique et technologique, de loin la plus connue, se manifeste à travers la difficulté à s'approvisionner, à obtenir des pièces de rechange ou un service de maintenance. Voilà, ça c'est une définition très académique donnée par un collectif de chercheurs et d'enseignants et publiée sur le site techniqueingénieur.fr. Alors quel est le poids relatif de cette obsolescence naturelle ou programmée dans les différents secteurs d'activité? Comment est-ce qu'on gère la pénurie de certaines pièces? Quelles ressources sont à disposition pour faire face à cette situation? Et surtout, comment peut-on s'en servir en ayant les garanties à la fois de la qualité de la pièce et puis l'assurance de ne pas être confronté à un problème de propriété intellectuelle? C'est ce qu'on va essayer de décrypter avec nos invités. Un petit tour de table déjà pour commencer. On va commencer avec vous, maître Clavier. Le cabinet Pint Avocat, c'est un peu normalement, ils sont allumés, oui, sinon vous appuyez le bouton. Votre activité est au cœur justement de l'action industrielle et de la propriété intellectuelle notamment. Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup apprécié la présentation qui a été faite juste avant, effectivement, sur l'innovation et sur le fait de l'adapter à la réalité des besoins et de ne pas faire de l'innovation pour de l'innovation. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent puisque c'est notre quotidien. Donc effectivement, moi je suis avocate spécialisée en propriété intellectuelle et nouvelles technologies depuis 27 ans. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Pint Avocat pour propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Donc on est au cœur du sujet et nous, enfin voilà, on est au cœur de l'innovation. J'ai l'habitude de dire que notre secteur à nous ne connaît pas la crise puisque finalement, quelles que soient les circonstances, l'innovation elle émerge toujours des situations les plus complexes et et même en période de crise. Donc c'est vrai que c'est assez instructif. Donc nous, on intervient en conseil et en contentieux. Et sur les aspects conseil, effectivement, c'est toute l'organisation contractuelle de l'accès à l'innovation et des modalités d'exploitation. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On va essayer de décrypter, d'apporter des exemples concrets tout à l'heure lors de cette table ronde. Patrick Debon, sous-directeur technique, donc service de soutien de la flotte. Vos missions, en quelques mots? Voilà, donc moi je suis sous-directeur technique du CEF Toulon. Ça a été rappelé hier par mon directeur. Nous, on entretient des bateaux neufs qui viennent d'arriver, comme le BRF, mais également des PHM qui ont 40 ans d'âge. Voilà, donc inutile de vous dire qu'on a un large spectre à traiter et différentes sortes d'obsolescence à traiter, qui est de l'obsolescence liée à l'âge, bon, ça paraît normal, mais également des obsolescences que je n'oserais pas appeler programmées, mais on sent bien que il y a plus de problèmes d'obsolescence sur les frames, par exemple, que sur les PHM, quoi. Voilà. Donc, voilà. On va y revenir justement. Voilà. À quelle fréquence donc, vous êtes voilà, confronté donc à ça? on a à traiter ce genre de problématiques. Et puis, surtout, on a à traiter en tant que maîtrise d'ouvrage. Donc, nous, on fait pas, on fait faire. Voilà, ça, c'est un point important de notre activité. Absolument. Jean-Luc Battista, pour l'AIA de Cuers-Pierrefeu, atelier industriel aéronautique. Oui, bonjour à tous. Donc, je voulais dire aussi que j'ai également énormément apprécié la présentation de Régis, préalablement, toujours enrichissant, qui est carrément en lien avec notre table ronde. Alors, ma mission en responsable programme visite industrielle de la TL2, c'est une flotte de 21 avions, donc la seule flotte, donc un avion qui a été conçu dans les années 70. Un moteur Tyne GTP, groupe propulseur, conception 1950, donc on est pleinement dans le sujet. Oui, qui est toujours en utilisation. Et puis sur cette flotte, donc 21 avions, donc conception, fabrication années 90, donc plus de 30 ans d'utilisation pour les premiers de série.
Et puis avec une volonté de faire perdurer cet aéronef en opérationnel jusqu'en 2035-2040. Donc on est vraiment dans un champ et un besoin opérationnel important par rapport à la situation et l'âge de cet avion. Donc oui, donc les visites industrielles, c'est des visites de deuxième et troisième niveau, qui est le pendant des visites de niveau opérationnel. Deuxième partie auprès des forces. Alors voilà pour le cadre général. À quelle fréquence vous êtes confronté à des problématiques d'obsolescence, très concrètement? Jean-Luc, puisque vous avez le micro. Oui, bah, je vais dire tous les jours, ou quotidiennement, ou tout le temps, en permanence. Oui, c'est une permanence, un entretien majeur d'un aéronef. Donc, ce qu'on appelle tous les 72 mois, troisième niveau. Donc, entre un pas de visite, il y a 900 heures d'utilisation. On est sur 500 à 600 équipements déposés, 2000 items aussi entretenus. Donc, une volumétrie de plusieurs milliers d'heures. Des équipements avec un potentiel donc, à vie propre ou liés au cycle d'entretien de l'aéronef. Et les obsolescences sont nombreuses dans les sous-ensembles d'équipements ou l'équipement lui-même par rapport à des conceptions qui sont liées à la date de conception de l'aéronef que j'ai cité préalablement, c'est-à-dire des années 70, 80, 90. Alors les dernières, on a une succession de rénovations sur l'aéronef qui a permis de couches technologiques d'évolution. On voit bien d'ailleurs le lien entre la maintenance des anciens modèles et du nouveau modèle, de l'ancien monde, du nouveau monde qui se juxtapose, et c'est bien ça aussi aujourd'hui l'industrie. La réalité de l'industrie, c'est des couches technologiques qui se juxtaposent progressivement dans l'utilisation des produits et pour ce qui me concerne des aéronefs. Donc on y est confronté quotidiennement et pour cela on met en place des rituels, des réunions, des veilles et surtout, je résumerai, par une veille active d'obsolescence via nos bureaux techniques, nos bureaux d'études en soutien, et l'ensemble des utilisateurs. Après, je pourrais décrire, ça ferait un peu long, l'ensemble. Il y a un dispositif managérial et de coordination qui s'installe au sein de la communauté. Alors, pour ce qui me concerne, ATL2, ce qu'on appelle la communauté, et le mot a vraiment son sens, entre l'utilisateur, l'opérationnel direct, le soutien de proximité, le niveau de soutien opérationnel, le niveau de soutien industriel qui me concerne, dans mon périmètre, et l'ensemble des acteurs industriels, évidemment, et en premier lieu Dassault Aviation, qui est le concepteur initial de l'aéronef. Alors, justement, parce qu'on est sur ce sujet-là, les obsolescences, vous les découvrez, vous savez qu'elles vont advenir, vous avez une visibilité sur ces obsolescences, ou il y a certaines fois où vous dites, vous le découvrez pas du jour au lendemain, mais en tout cas dans des délais très courts. Il y a tout dans la question. En fait, on fait tout pour les prévenir. Donc, on a un suivi d'obsolescence à travers tout simplement ce qu'on appelle chez nous, ce qu'on a mis en place avec surtout l'industriel Dassault qui est quand même pilote dans la démarche et où on est en copilotage avec le SIAE sur les revues semestrielles d'obsolescence où toute la communauté se réunit pour travailler à deux choses, à travers ce qu'on appelle des fiches d'alerte obsolescence et plusieurs niveaux de traitement par rapport à ces fiches d'alerte. Là, c'est quand on découvre l'obsolescence qu'elle nous revient pour plusieurs raisons. Donc, MTBF qui n'a pas tenu sa promesse. Alors, ça peut être pas forcément que des produits très anciens, ça peut être aussi des nouveaux produits qui ne répondent pas aux attendus prévus et aux durées de vie et au temps d'utilisation entre deux pannes qui est prévisionnel, qui avait été établi dans la conception. Et donc, on a des surprises qu'on doit traiter. Donc ça, c'est la partie réactivité. Mais au préalable, évidemment, on a un travail de veille d'obsolescence. Le mot veille d'obsolescence active est important, c'est-à-dire qu'il y a un suivi régulier de nos équipes de travailler sur les définitions de base, ce qui a été défini initialement à travers les données de définition, et de prévenir et de travailler aux équivalences, aux conceptions, aux remplacements, et ce qu'on appelle chez nous les rétrofits. Donc les rétrofits ont cette vocation de rétrofiter l'aéronef pour pouvoir prévenir de l'obsolescence. Malgré cela, évidemment, rien n'est parfait et c'est bien pour cela qu'on agit à travers cette démarche. On peut avoir des problématiques là sur le plan technique. Et puis il y a le deuxième volet aussi, c'est les ruptures subites liées à hors technique sur les process de production. Et là, ça c'est un autre volet de traitement, c'est vis-à-vis de nos fournisseurs. Hier, je n'ai pas pu venir parce qu'on était auprès d'un fournisseur, pour ne pas le nommer, commence par S, et il s'appelle Safran. Donc, pour travailler en partenariat avec ces fournisseurs
et travailler sur la réactivité, parce que ces fournisseurs ont des fournisseurs qui sont parfois défaillants, en arrêt, pour des raisons économiques ou pour des raisons, de viabilité, viabilité technique et économique aussi. Donc ils peuvent défaillir, ou tout simplement par des choix de désengagement. Et là, on est dans un autre débat de stratégie, de souveraineté industrielle. Et là, je peux reprendre ma casquette étatique avec les industriels pour pouvoir essayer de travailler à la consolidation de ce schéma industriel à conserver pour assurer la fonctionnalité et le soutien de l'activité. Alors Patrick Debon, je suppose que si vous avez entendu, vous n'êtes pas très surpris. Je dirais tout pareil. Très concrètement. Juste pour revenir sur le dernier point, un des éléments qui nous perturbe souvent de temps en temps, qui nous perturbe, c'est également les problématiques réglementaires. Quand Rich nous dit qu'il ne faut plus utiliser tes composants, on peut être très très embêté pour réaliser à l'identique les matériaux, les composants dont on a besoin. Bon, après, au niveau du monde naval, on est à peu près organisé comme dans le monde aéro. Peut-être, on a plusieurs industriels, on n'a pas que Dassault. Et puis, si j'osais, je dirais qu'il y a peut-être un peu moins d'argent. Mais la règle, c'est la même. On essaye d'anticiper le plus possible avec nos industriels, avec les équipementiers. Les équipementiers nous font remonter régulièrement. Moi, j'ai tel composant qu'on va arrêter la fabrication. Quand ils sont vraiment gentils, ils nous disent on peut le remplacer par celui-là. Donc il y a des industriels qui jouent vraiment le jeu et ça marche bien. On essaye d'anticiper également, donc avec nos industriels maîtres d'œuvre, on a des veilles d'obsolescence. Voilà. On travaille également avec la DGA qui travaille là-dessus à DGAMI. Et puis il arrive que des fois on soit au pied du mur, parce qu'on ne veille pas tout. On ne veille pas tout. Et de temps en temps, on peut être embêté au dernier moment. Donc là, une chose qui marche bien chez nous, d'abord c'est les brokers. Voilà, on fait énormément appel aux brokers quand on veut approvisionner un composant et qu'on n'y arrive pas. Déjà, on fait tout le tour des brokers pour voir, et ça marche très bien. Honnêtement, voilà. Et puis, si on n'a pas si par les brokers ça ne marche pas, là on repart dans des processus de réindustrialisation, de requalification, tout ce qui fait qu'on pourra apporter la pièce qui va bien au bateau qui en a besoin. Alors avec quelle fréquence vous êtes confronté à l'obsolescence? Tous les jours. Pas les nouveaux bateaux, pas que les anciens bateaux, les nouveaux aussi? Oui, même les nouveaux bateaux. Après, il y a les collègues de Naval Group dans la salle, donc je ne vais pas trop leur taper dessus. Mais les bateaux arrivent déjà avec des matériels obsolètes, déjà. Donc dès le départ, on est obligé de traiter certaines obsolescences. Ce n'est pas lié forcément à l'industriel qui les a construits. C'est que maintenant, c'est comme votre téléphone. Votre téléphone, au bout de 5 ou 6 ans, voilà, il est obsolète. Malheureusement, certains équipements à bord, c'est un peu le cas. Ce n'est pas le cas partout. Je dirais plus du côté, au sens large, électronique, que du côté mécanique. Le côté mécanique, on arrive à traiter ça assez facilement. Mais du côté électronique, ça peut arriver très très rapidement. On a déjà des matériels qui arrivent, le bateau, il est livré, il est ASA, et il y a déjà du matériel obsolète dessus. Alors Maître Clavier, c'est justement la situation qui vient d'être décrite, ça fait partie du quotidien aujourd'hui des acteurs industriels, cette obsolescence. Donc je suppose que vous, ça fait partie aussi des activités qui sont montées en puissance assez fortement ces dernières années. Alors il y a plusieurs sujets. La première, c'est que dans ce qui a été évoqué, il y a de l'obsolescence qui est de l'usure, connue, sur laquelle on peut anticiper. Il y a aussi une non-conformité des vis cachés, c'est pas de l'obsolescence, c'est qu'effectivement on va faire jouer des garanties, donc là on tombe dans des aspects juridiques de mise en cause de la responsabilité et de la garantie. Et on a l'obsolescence programmée, dont on a très rapidement parlé, mais qui là en fait ne vous concerne pas, puisque ce dispositif ne concerne que les consommateurs. Donc ça fait partie des dispositions légales qui ont été introduites dans le Code de la consommation. Et à ma connaissance, et j'ai cherché pour cette réunion, il n'y a pas eu de condamnation à ce jour. C'est extrêmement compliqué à démontrer qu'il y a eu une volonté
de raccourcir le délai délibéré d'exploitation et d'utilisation du produit. Si cette preuve était apportée, c'est une responsabilité pénale qui engagerait la responsabilité du fabricant à hauteur de 1,5 million d'euros ou 5% de son chiffre d'affaires. Donc jusqu'à présent, on comprend pourquoi on a plutôt du mal à faire cette démonstration, surtout quand on est un consommateur. Et les seules décisions qu'il y a pu y avoir sur ces sujets-là concernent tout ce qui est matériel d'imprimerie, donc tout ce qui est, comment on appelle ça, les imprimantes. Donc effectivement, il y a eu des actions contre Epson, Canon, etc., mais qui n'ont pas abouti. Il y a eu aussi une action qui a été portée au niveau de la Commission européenne contre Sony et Apple pour effectivement le fait que les switches tombaient très rapidement, trop rapidement en panne et que seul Sony s'était arrogé la capacité de le réparer. Mais là, les condamnations qui ont eu lieu n'étaient pas sur le problème de l'obsolescence programmée, mais plutôt sur la tromperie du public par rapport à la présentation d'une exploitation normale des produits. Donc on voit bien qu'il y a vraiment plusieurs notions dans ce qu'on évoque aujourd'hui. Là, c'est effectivement l'obsolescence qui est l'usure, et là pour le coup on est sur une certaine durée, et ça implique effectivement une prise en charge qui est liée, où on se tourne vers le fabricant. Pour cet aspect pièces de rechange, tiens d'ailleurs à ce propos, tout ce qui est pièces de rechange, là aussi, il n'y a pas de disposition légale impérative entre professionnels. Elle existe pour les consommateurs et les produits de consommation courante. Donc par exemple, tout ce qui est téléviseur, bicyclette, outillage de jardinage, là on va exiger des fabricants qu'ils s'engagent à rendre disponibles des pièces de rechange pendant une durée de 5 ans après la dernière mise sur le marché. Mais cette disposition-là, j'ai cherché, j'en parlais avec Jean-Yves, elle n'existe pas pour les professionnels, donc il n'y a pas de garantie, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, c'est à leur bon vouloir de vous notifier que on va arrêter la fabrication de telle pièce de rechange ou pas, est-ce qu'il y a des produits substituables ou pas, c'est au bon vouloir du fabricant, donc c'est vrai que c'est un sujet. Patrick. Puis oui, je voulais, mon collègue de l'AIA en a parlé, c'est le MTBF. Pour ceux qui, tout le monde sait ce que c'est le MTBF, le Meantime Between Failure, et en fait il y a des grosses études qui sont faites pour nous dire, voilà, on prévoit que le temps moyen de panne sera de temps. Excusez-moi, ça n'engage que moi, et voilà, c'est du pipeau complet. Voilà. Et le jour où ça arrive, où l'industriel vous a vendu MTBF 10 000 heures et que ça tombe en panne tous les ans, jamais on ne pourra pas se retourner contre lui pour dire tu m'as vendu du vent. Voilà, c'est un petit peu ce que... non, si ça peut tomber dans les 1 an de garantie, oui, mais si ça ne tombe pas dans les 1 an de garantie, voilà, c'est qu'une estimation. Et je pense que mes collègues de l'AIA ont le même problème. Eh bien, on va lui poser la question. Pardon. Oui, on a exactement les mêmes problèmes. Alors, effectivement, les notions de propriété intellectuelle, je pourrais intervenir sur ça parce que c'est intéressant aussi. On a exactement les mêmes problèmes. Les notions d'MTBF au départ, alors en plus, elles sont à la conception. On reprécise ce que ça veut dire pour tout le monde, comme ça. Middle Type Between Failure, c'est-à-dire le temps entre deux pannes. C'est-à-dire que le concepteur va indiquer en indication, en préconisation, une utilisation pendant laquelle le produit n'aura pas de panne et pourra être utilisable sans panne majeure en fonction. Et utilisable et opérationnel. Vous imaginez bien, pour mes opérateurs tranche tactique de la TL2, évidemment, quand ça tombe en panne en pleine mission opérationnelle, le MTBF, pour eux, ça leur passe au-dessus et c'est bien normal. Aujourd'hui, alors, le hasard fait bien les choses. Cette semaine, nous avions notre revue semestrielle d'obsolescence avec l'ensemble de la communauté. C'était avant-hier, l'après-midi, et on a évoqué un des constructeurs célèbres parlait d'une dalle d'écran tactile. Évidemment, elle est garantie à 300 heures, et puis elle tombe, elle est défaillante et elle a des pannes. Aujourd'hui, et en plus, on a des particularités sur les pannes aléatoires, c'est qu'au bout de 300 heures, elle peut refonctionner. Et si elle passe le cap des 300 heures, parfois, la fiabilité peut s'en voir augmenter dans les schémas d'utilisation. Et aujourd'hui, ce que je vous dis là peut être faux demain, parce que derrière, on va avoir un autre rétexte qui vont nous indiquer qu'en fait, finalement, au-delà des 400 heures, on retrouve les mêmes pannes. Donc, c'est très aléatoire, c'est très compliqué. Ce qui est important, c'est une donnée qu'on peut citer dans cette salle et qui est bien théorique. Aujourd'hui, l'utilisation des matériels se fait dans un environnement est conçu par rapport à un environnement donné et une qualification se fait par rapport à des contraintes environnementales. Et évidemment, dans la vie, l'utilisation des produits,
des bateaux ou des avions, évidemment, on va les projeter, et on est vraiment lié dans la démarche. L'Atel 2 est projeté dans le monde entier, dans les milieux tropicaux, désertiques, polaires aujourd'hui, donc avec des froids extrêmes, avec des chaleurs importantes, des variations de milieux. Évidemment, le milieu salin, le milieu maritime, on est dans les mêmes contraintes, hein, même si c'est un des avions qui est un patrouilleur terre et qui n'est pas embarqué évidemment sur le porte-avions, mais il a les mêmes contraintes environnementales avec les fameuses les problèmes de corrosion et de brouillard salin. Donc évidemment, ces contraintes sont très difficiles à prévoir. Et c'est bien pour cela qu'on a de la recherche, de la conception et du développement, et que l'industrialisation a toujours ses limites de conception. Et c'est à partir de ces limites de conception que on arrive à consolider la fiabilité. Pardon d'être un peu théorique, mais c'est important. Donc le MTBF aujourd'hui, c'est une donnée. C'est une donnée qui permet d'évaluer, et on pourrait revenir sur le stock, le fameux stock. On commence à reparler d'un mot qui peut-être n'était pas prononçable préalablement il y a quelques années, le stock stratégique, parce que ça avait un coût. Et effectivement, ça a un coût. Mais est-ce que les ruptures opérationnelles n'ont pas un coût aussi? Donc voilà, on arrive à revenir sur un nouveau cycle de raisonnement et de stock stratégique qui permet de parer à ces aléas et à ces imprécisions logiques issues de la conception qui est forcément imparfaite, même si elle est la plus fiable possible. Par rapport pour travailler et parer au dysfonctionnement, même si le MTPF avait prévu 300 heures et que finalement ça tombe en panne au bout de 150 heures, pour donner un exemple particulier. Patrick. Ouais, je voulais rebondir sur la notion de stock. Alors, en plus, nous, la Marine nationale, bon, c'est pas un secret pour personne, on n'a pas des grandes séries. Hein. Donc quand vous avez 2, 3, 4 bateaux d'un seul, voire un, voilà, le jour où vous avez un gros problème sur ce bateau-là, vous ne pouvez pas les piquer sur le bateau d'à côté pour le... Voilà. Donc nous, ça nous oblige, c'est clair, à avoir du stock qui va tourner ou du stock qui ne va pas tourner, hein, de ce qu'on appelle les rechanges de grande prévoyance, hein, qui sont stockés ici à la Farled, ici. Il y a des trucs qui n'ont pas bougé depuis des années et des années. Hein, la dernière problématique qu'on a eue comme ça, c'est on est allé chercher un turbo qui était stocké là-bas depuis 2008 ou 2009. Voilà, on n'avait jamais eu besoin. Et puis là, on en a eu besoin. Alors voilà, c'est voilà, pour pas laisser planter un bateau. Voilà, heureusement on fait du stock. Voilà. Et d'ailleurs, pour le traitement de l'essence, c'est la première chose qu'on essaie de faire. Quand on a ce qu'on appelle un last buy order, hein, enfin, on fait un last buy order. Quand on dit à un industriel, dit moi attention, je vais arrêter la fabrication de ça, on lui achète son stock. Oui. Voilà. Oui, c'est donc une des solutions. Oui, Jean-Luc Baptista, une des solutions, ça passe par le stock. Il faut laisser le micro allumé comme ça, ne vous inquiétez pas. Oui, pardon. Alors oui, le LBO, évidemment. En fait, dans le traitement des obsolescences, on a plusieurs niveaux. On a une alerte obso qui arrive, ou qu'on anticipe, donc dans les deux axes. Et il y a plusieurs niveaux de traitement. On a suffisamment de stock. L'alerte tombe, on regarde. Alors, mon collègue conférencier, vous avez la chance d'avoir des brokers, ce n'est pas mon cas pour la Tel 2, donc on a un parc limité, fabrication initiale 28 avions, aujourd'hui 21 avions en service, enfin en parc de 21 avions, donc on va travailler sur le parc existant, hein, on ne peut travailler. Et puis on a des contraintes de navigabilité qui sont importantes dans mon domaine et qui ne peut, bon, même si les brokers existent aussi, mais elles sont très limitées dans une fabrication niche qui est la Tel 2. On a le stock suffisant parce qu'on l'a prévu, parce que finalement c'est un produit qui est intéressant, ou on a un produit équivalent en termes de définition. C'est compatible en termes de définition, et là, l'alerte aussi est établie. On peut réparer un item de l'équipement supérieur obsolète. Dans une jambe de train, on va trouver un vérin, mais on va trouver une équivalence. Et puis, l'ensemble supérieur peut être sauvé. Et là, très vite, derrière, effectivement, on va s'orienter vers le LBO pour éviter la récurrence d'obsolescence et réaugmenter le stock et travailler à un LBO. Faut-il encore connaître la fin de vie
de l'aéronef ou du navire ou du bateau. Et ça, c'est aussi une donnée variable, puisqu'on peut augmenter les contraintes d'utilisation par rapport à des programmes nouveaux qui n'arrivent pas. Donc il faut aussi faire mieux que ce qui était prévu. Donc ça, c'est notre contrainte. Mais effectivement, le LBO est une solution. Et puis, malheureusement, quand toutes ces étapes n'ont pas pu être réalisées, on arrive à la solution qui est la plus compliquée, c'est-à-dire la réindustrialisation. Et là, on tombe sur deux autres niveaux, pardon, d'être un peu dans le détail. Une industrialisation où on a encore, dans les 5e, les moyens, les milieux, encore un moyen industriel existant, mais qui n'a pas été réactivé, des outillages qui sont retrouvés, des moules pour des pièces de fonderie, parce que c'est un des sujets majeurs dans mes traitements d'obsolescence, mais je pense que c'est pareil de votre côté. Et bon, là, on arrive à peut-être réactiver le processus d'industrialisation avec une faible nécessité de reconception. Là, c'est le cas le plus idéal. On arrive à trouver les fournisseurs. Il y a encore des gens qui savent travailler sur ce produit, pour faire simple. Et là, c'est des cycles à 2, 3 ans, 4 ans. Et puis sinon, le pire des situations, c'est quand on n'a pas de solution, il faut tout recréer. Les outillages ont été perdus. Et puis, il y a une donnée importante, c'est la définition. Alors, au-delà de la propriété intellectuelle, mais il y a même plus ce sujet de propriété intellectuelle. Le fournisseur n'existe pas. On est sur des produits où on a encore des liasses de plans, des données de définition, avec une qualification, et surtout derrière, au sortir de la définition, un organisme qui va valider la définition, une définition qui va garantir la performance et permettre la sécurité in fine des vols. Et donc ça, c'est des cycles à 6 ans, et d'où la complexité. Donc le but dans le travail préventif, c'est d'éviter la dernière étape et de travailler le plus possible dans des solutions palliatives. Alors j'avoue que sur cette problématique-là, on est un petit peu moins embêté dans le domaine naval, parce que l'autorité technique est un peu moins prégnante que dans le domaine aéro. Parce que dès que vous changez une rondelle de 10 dans le domaine aéro, il faut que ça passe devant l'autorité technique. J'exagère à peine, mais c'est pas loin. Alors que nous, dans le domaine naval, on est quand même on est plus libre, il y a moins de contraintes. Alors, Maître Clavier, par rapport à ces situations-là, si on doit refabriquer demain, propriété intellectuelle, la question de la propriété intellectuelle, elle se pose systématiquement ou pas? Si le produit a disparu, s'il n'y a plus justement cette rupture dans la capacité à industrialiser une pièce. Alors il y a plusieurs aspects. Donc d'abord, rappelons ce que c'est que la propriété intellectuelle, très rapidement. Propriété intellectuelle, c'est quoi? C'est un dispositif en fait légal qui permet en réalité de récompenser de la recherche et du développement, parce que l'objectif en fait, c'est de permettre à ceux qui ont innové, qui ont passé du temps, des années à élaborer une technologie, de pouvoir en bénéficier d'un monopole d'exploitation pendant lesquels ils sont les seuls à pouvoir l'exploiter. En fait, c'est privilégier finalement le fait de capitaliser sur la recherche et le développement qui a été fait, plutôt que de mettre son produit tout de suite sur le marché, sachant que vous le savez certainement, mais je vous le précise quand même, c'est que s'il n'y a pas de propriété intellectuelle, le principe le principe général, c'est la liberté de copier. La liberté de copier, pourquoi? Parce qu'on estime que si le produit n'est pas protégé, c'est qu'il fait avancer la technique. S'il fait avancer la technique, il faut que ça puisse être au bénéfice de tous. Et donc, ça va permettre de travailler à la fois sur la pression concurrentielle, l'amélioration des pièces et la baisse des prix. La seule limite finalement à cette liberté de copier, c'est véritablement quand on s'est protégé, c'est-à-dire quand on a acheté un titre de propriété intellectuelle pour se dire j'ai besoin de capitaliser sur ce que j'ai créé, parce que c'est aussi la stimulation de l'innovation, elle vient aussi du fait qu'on puisse bénéficier pendant un certain temps d'un monopole, où on peut interdire la copie. Donc là, du coup, une fois qu'on a posé ça, on a dans ce domaine différents titres qui peuvent être opposés. On a tout ce qui est brevet. Donc le brevet vient protéger une solution technique. Donc c'est un concept qui va être protégé en tant que tel. Et on a tout ce qui est dessin et modèle. Donc les dessins et modèles vous concernent particulièrement, puisque c'est tout ce qui est les pièces de rechange et tout ce qui est appréhendé visuellement, puisque ça doit être à l'extérieur. Donc pour caricaturer, ça peut être des phares de voiture, des jantes, que sais-je, tout ce qui est appréhendé à l'extérieur. Donc ça, c'est du design. Tous ces éléments-là, on récompense en fait ceux qui ont innové, puisque précisément, encore une fois, il faut leur permettre de pouvoir capitaliser sur leur création. Donc là, il se pose effectivement deux questions par rapport à la durée de ces protections. Un brevet, c'est valable 20 ans, dessin et modèle, 25 ans, pour peu qu'il soit régulièrement renouvelé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand je suis dans une commercialisation, j'ai besoin, effectivement, moi, en tant que client,
de pouvoir m'assurer que je vais pouvoir continuer à m'approvisionner. Et que se passe-t-il? Vous avez posé la question, si le fabricant disparaît. Donc il y a deux cas. Soit le fabricant disparaît purement et simplement parce qu'il est liquidé. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces actifs de propriété intellectuelle ont fait l'objet d'un transfert au bénéfice d'un repreneur ou pas? Donc en principe, ça, c'est l'INPI qui se charge de cette publicité, puisqu'on a le registre national des marques et le registre national des dessins et modèles, y compris au niveau communautaire, qui vient tracer les transferts de ces titres. Donc ça veut dire que vous pouvez identifier en principe aisément s'il y a eu une continuité de cette protection au bénéfice d'un nouveau repreneur, ou est-ce que la société a été purement et simplement liquidée, auquel cas, en fait, tous ces actifs sont tombés dans le domaine public, puisqu'il n'y a pas eu de paiement des annuités auprès de l'INPI, et du coup, le concept, les produits sont tombés dans le domaine public, auquel cas, je peux faire ce que je veux. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'existe pas, et là encore, j'ai fait cette recherche, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un flou qui est pas intéressant, mais qui mérite d'être creusé, c'est que quand il y a du brevet, clairement, je suis obligée de repasser par le fabricant d'origine, puisque la loi dit que je peux réparer, mais que je ne peux pas remplacer. Parce que qui dit remplacement dit reproduction. Donc si par exemple on parle d'impression 3D ou d'utilisation des moules pour refaire les pièces, là typiquement je suis en train de remplacer, donc je reproduis, donc c'est de la contrefaçon. Si en revanche je répare, là j'ai le droit de réparer puisque effectivement je dois assurer la poursuite de l'exploitation normale du produit que j'ai acheté conformément à l'acquisition. Donc il faut bien que je puisse l'utiliser conformément à sa destination. Donc on voit bien qu'il y a quand même un sujet d'intérêt où vous avez deux intérêts complètement divergents qui s'opposent. D'un côté, un fabricant qui ne fabrique plus, pour X ou Y raison, et de l'autre, un utilisateur, un client qui, lui, a bien besoin de pouvoir continuer son exploitation, mais qui ne peut pas, sinon c'est de la contrefaçon. Donc ça, c'est la réalité en matière de brevet de dessin et modèle, à laquelle vous êtes visiblement confrontés. Et donc, peut-être qu'on parlera... Vous voulez parler des solutions après ou Non, on parlera des solutions après, oui, tout Allez. à fait. Ouais. Alors, Jean-Luc Baptista. Juste pour compléter, effectivement, un exemple, on travaille sur un avion de conception Dassault Aviation, en fait, en tout cas, même si c'était un consortium initialement, Dassault est propriétaire de la conception, effectivement, de cet aéronef. Bon, alors, au-delà de la propriété intellectuelle, il y a une autre notion chez nous, une autre réglementation qui ne prime pas, mais qui est quand même associée, qui est la réglementation. Et la réglementation navigabilité, pour garantir la sécurité des vols, la libération des produits dans la bonne définition et dans la bonne définition apte et permettant un fonctionnement garantissant la bonne sécurité des personnes survolées et donc et des personnes transportées. Donc on est bien dans cette réglementation. On a signé un accord qu'on appelle un accord DOPO avec Dassault Aviation pour que l'AIA Cuir-Percieux puisse, en tout cas le SIA même, au-delà de Dassault Aviation, parce qu'il n'y a pas que des appareils, seulement d'autres appareils Dassault Aviation sont entretenus au SIA, par exemple la Clermont-Ferrand avec le Mirage 2000. On a signé un accord DOPO, design opérateur, producteur opérateur, pour pouvoir nous autoriser à fabriquer des pièces Dassault et de fabriquer avec des références Dassault. Donc on est bien dans ce domaine. Donc en fait la réglementation, mais je parle sous votre contrôle, pour moi englobe aussi la propriété actuelle puisqu'on a deux accords. Mais ça nous garantit une chose aussi par rapport à la contrefaçon, parce que c'est deux sujets dans un. Donc, on ne peut pas déroger au process industriel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'une pièce matricée à une pièce usinée dans la masse. Comme cela, on doit quand même respecter la définition initiale. Ça nous garantit aussi de sortir des pièces conformes, puisque Dassault s'engage aussi à nous fournir la définition dans sa dernière mise à jour, c'est important, et d'avoir un suivi, une veille d'évolution de définition permanente qui permet d'être vraiment à la dernière définition qualifiée. Et derrière, in fine, derrière la réglementation. Donc c'est important, ça garantit aussi de réaliser le même process. Évidemment, on change de process, il n'y a pas de problème en soi de changer de process si, encore une fois, on repart sur les mêmes exigences de qualification. La contrefaçon, le problème, c'est que derrière la contrefaçon et la propriété intellectuelle, il y a aussi la défaillance du produit qui n'est pas conçu, et en tout cas conçu et surtout fabriqué dans les mêmes données de conception que devait l'être le produit qui avait été
qualifiés et in fine brevetés. Voilà, donc c'est pour préciser ces éléments complémentaires. C'est exactement les solutions dont on allait parler. C'est effectivement, non, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en réalité, la seule issue, mais que ce soit dans l'aviation ou dans n'importe quel domaine où on fait de l'acquisition de machines qui sont appelées à une durée longue, c'est de prévoir dans le contrat une licence d'utilisation. C'est-à-dire de prévoir deux choses. La première, ce qu'on appelle, c'est l'entièrcement de tous les plans. C'est-à-dire qu'on ait la garantie que même si le fabricant disparaît, il existe quelqu'un quelque part qui reste dépositaire des plans, du savoir-faire, des modalités de réalisation pour qu'il y ait un transfert et une formation possible, ou en tout cas une appréhension de la construction de la machine. Et le deuxième point, effectivement, c'est de prévoir dans le contrat qu'en cas de défaillance du fabricant, j'ai l'autorisation de pouvoir effectivement m'approprier l'accès à ces plans et dans certaines situations, du coup, pouvoir bénéficier du droit de réparer, remplacer et fabriquer. Du coup. On voit qu'il y a, vous le disiez tout à l'heure, il y a une espèce de flou juridique, voire un vide juridique sur ce sujet-là aujourd'hui. Est-ce que les approches françaises, européennes et internationales sont différentes? Est-ce que c'est peut-être plus cadré au niveau international que ça l'est en France? Alors je dirais pas qu'il y a un vide, je dirais qu'il y a une absence de prise en considération. C'est pas qu'il y a un vide, puisque le principe c'est que je peux pas le faire. Le principe c'est que s'il y a un brevet, mon fabricant a disparu, le brevet est encore en vigueur, il refuse de fabriquer, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est surtout ça en fait la réalité. Donc ma seule issue, c'est d'agir judiciairement en exigeant qu'il fabrique pour que je puisse résoudre mon problème, mais il va se passer 4 ans. Donc j'ai le temps de mourir 10 fois. Il est clair que je peux plus exploiter ma machine. En fait, c'est pas tellement qu'il y a un vide juridique, c'est que la solution aujourd'hui, elle est pas du tout comme. Elle est inadaptée. Elle est inadaptée. Donc ça, c'est la réalité. Alors après, qu'est-ce qui existe au niveau européen? Encore une fois, c'est plus vrai, bénéfice des consommateurs et des non-professionnels, mais pas véritablement dans le domaine industriel. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une directive qui s'appelle le Package Dessin et Modèle qui est en cours là de débat et qui devrait être promulguée prochainement, qui vient dire que les dessins et modèles ne peuvent plus être déposés sur des pièces de rechange qui sont la conception générale du produit. Donc en réalité, il y a un petit recul de la protection des monopoles en matière de propriété intellectuelle pour des produits de consommation courante, pour des produits... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus, moi, étant fabricant et avoir un dessin et modèle, je ne pourrais plus, il faut voir dans quelles circonstances, interdire la reproduction de pièces qui sont nécessaires au fonctionnement de la machine. Mais parce que l'Union européenne veut harmoniser cette démarche au niveau de l'ensemble des pays pour ne pas réserver de monopole de la réparation aux fabricants. Donc c'est plutôt dans l'esprit économie circulaire, réutilisation des produits et des pièces. Enfin voilà, on est vraiment dans cette dynamique économique et écologique là. Est-ce que la question de la souveraineté à la fois européenne et française va aussi faire peut-être bouger les lignes un peu plus rapidement? Messieurs, ou maître Clavier? Honnêtement, c'est une bonne question. Nous, dans le monde naval, on n'est pas trop confrontés à ça, sauf pour le matériel électronique éventuellement, mais c'est pas des trucs qu'on peut copier. Donc voilà. En mécanique, on n'a pas de problème de souveraineté. Alors après, c'est clair que quand on a des fournisseurs qui s'appellent Kongsberg ou des noms comme ça, là, ça peut éventuellement nous poser problème. Mais nous, dans le monde naval, alors d'abord, nous au SSF, contrairement à l'AIA, nous on fait pas, on fait faire. Hein. Et si ça nous arrive donc de confectionner des pièces par l'intermédiaire de nos collègues du service logistique de la marine, hein, mais c'est vraiment c'est la dernière solution. Voilà, c'est vraiment parce qu'on n'a pas trouvé la pièce, on n'a pas pu cannibaliser sur un autre bateau, on dit bon ben on va la fabriquer. Et c'est vrai, mais ce n'est pas la norme. Voilà, et on n'a pas d'accord comme peut l'avoir mon collègue de l'AIA avec Dassault pour nous fabriquer des pièces au SLM sur plan voilà. Jean-Luc Baptiste, hein, sur la question de la souveraineté, est-ce que ça peut faire bouger les lignes? Alors, je vais rester un peu réservé. Comme tout à l'heure, le stock stratégique, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Mais... Bon, alors, la mission, c'est une démarche de souveraineté c'est plutôt notre démarche, elle est dans une mission de souveraineté industrielle pour garantir l'entretien des aéronefs et leur disponibilité. Donc, c'est notre première mission. Je pense qu'on la partage. Donc après, évidemment, la souveraineté européenne peut avoir des effets induits sur notre activité.
On a cité aussi dans la conférence REACH, évidemment, ça occupe aussi une grande partie de nos préoccupations. On a à la IAD Cuers-Pierrefeu des traitements de surface, des bains, donc on est concerné aussi par l'activité. On s'y prépare. On travaille nos process industriels. Donc on réagit en veille réglementaire par rapport à nos moyens industriels. Ça, c'est important. Donc c'est une vigilance, je dirais, dans l'angle moyen industriel. Là, pour ce qui est de notre souveraineté en termes d'activité, vous l'avez résumé, notre but n'est pas de rentrer en concurrence. On veut fabriquer pour garantir une souveraineté et une continuité d'activité. Évidemment, on a parlé d'innovation, on parle de conception, on parle de définition. Évidemment, sans définition maîtrisée, point de maintenance. On ne peut pas maintenir sans connaissance de la définition et une bonne connaissance de la définition et surtout un accès à la définition voilà, par un concepteur initial, et s'il n'existe plus, en prendre possession par les voies possibles. Alors, effectivement, quand la réglementation n'arrive pas à temps et n'est pas forcément totalement adaptée, alors je citais notre réglementation, celle qui m'occupe un peu plus, qui est la réglementation de navigabilité pour la sécurité des vols, qui est quand même notre contrainte forte, qui est notre permis de travail, hein, aujourd'hui, pour faire simple. Qu'est-ce qu'on fait? On a quand même des enjeux stratégiques, on doit garantir une continuité d'activité, on doit garantir et éviter une rupture capacitaire pour nos utilisateurs, et ça c'est ce qui occupe notre esprit. La rupture capacitaire, il faut des moyens, et après pour remplir les missions données, donc ça c'est notre travail, et ça serait un échec d'un maintenancier de ne pas répondre à ces besoins de mission et finalement de ne pas résoudre et de ne pas maîtriser ces risques de rupture capacitaire. Donc est-ce qu'on sourçoit à la réglementation de propriété intellectuelle? Le SIAE, alors peut-être mon directeur qui était présent hier en a parlé en présentant sur d'autres aspects RH, mais sur l'aspect de l'activité, c'est notre mission SIAE, c'est de permettre une souveraineté industrielle, et ça depuis 60 ans, donc c'est pas nouveau. Et pour cela, on s'est doté d'outils réglementaires. On est en capacité de concevoir avec l'EMAR 21J, en capacité de fabriquer, de faire du stock, qui, sans le dire, et on peut un peu plus le dire aujourd'hui, c'est du stock stratégique. Donc on peut fabriquer en petite série avec le LEMAR 21G, pardon pour les termes un peu techniques et numérotés, et puis le LEMAR 145 pour pouvoir fabriquer notre permis de travail et pouvoir libérer des pièces et pouvoir remettre en vol en autonomie. Donc on peut en autonomie concevoir. On prend une part de conception avec nos autres industriels reconnus, Safran, Thales ou Dassault, dans des schémas de conception, pas pour rentrer en concurrence avec ces industriels, mais pour participer au schéma de conception et pour garder une compétence en termes de matière de conception qui permet de pallier aux défaillances qui peuvent arriver sur des désengagements qui malheureusement arrivent régulièrement. Voilà. Patrick Debon, si vous voulez préciser. Non, simplement que je suis un peu jaloux de l'AIA, c'est tout. Voilà. Échange de bonnes pratiques. Non, voilà, c'est le fait de pouvoir concevoir, d'avoir un bureau d'études, ne serait-ce que ça peut faciliter énormément les choses. Voilà. Chose que nous n'avons pas. C'est normal, hein, c'est le processus normal, hein, de maîtrise d'ouvrage, mais c'est vrai que le fait d'avoir un bureau d'études permet de prendre moins de risques, quoi. Voilà. Hein, et puis je rappelle toujours, pour l'Assemblée, les avions sont très 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 surveillés au niveau de l'autorité technique, chose que peut se permettre, nous, plus de liberté. Tout à fait. Les réglementations ne sont pas les mêmes. Maître Clavier, tout à l'heure vous le disiez, en cas d'acquisition, donc il y a un certain nombre de garanties qu'on peut mettre dans les dispositions contractuelles. Si on possède déjà la machine, comment on peut réagir et qu'est-ce qu'on a un recours potentiel, parce qu'on ne peut pas redéfinir les termes du contrat en cours d'existence. Alors on ne peut pas. On a le nom dans la poche. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire. Ouais. On peut essayer. On peut pas. On peut essayer. On peut essayer. Il y a quand même une légitimité aussi à vouloir sécuriser. On peut parler d'audit. On peut parler effectivement de continuité de service. On peut peut-être effectivement se repencher sur les contrats même anciens. Et aussi un vrai conseil, c'est de bien les lire, parce que on signe quand même beaucoup de choses avec beaucoup de petites clauses et on ne s'aperçoit pas toujours que notre fabricant, il a exclu sa responsabilité. Effectivement, il nous garantit 400 heures d'utilisation, mais sa garantie est limitée à un an. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même faire valoir qu'il y a une forme quand même de tromperie dans l'exécution du contrat, nous faire croire sur une durée d'exploitation et effectivement ne pas pouvoir en bénéficier. Enfin, il existe quand même
un arsenal juridique sur lequel on peut s'appuyer. Donc plus on anticipe, plus on lit, plus on se pose les bonnes questions. Enfin, et puis l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est que le fabricant qui vous propose un contrat, il vous propose un contrat qui est par définition pas en votre faveur. Parce qu'un contrat, il n'est pas rédigé de manière équilibrée. Donc à un moment donné, c'est quand même bien de lire et de se poser les bonnes questions et peut-être d'avoir un niveau d'exigence et d'analyse de qu'est-ce qui est nécessaire pour mon activité et pour ma pérennité. C'est vrai pour des startups, c'est vrai pour des grands groupes. Donc ça fait effectivement partie des choses à voir. Et renégocier, oui, renégocier, c'est l'intérêt de tout le monde. Enfin, à un moment donné, je suis fabricant, j'ai mon principal client qui veut renégocier, c'est quand même très difficile de dire non, absolument pas. Enfin, bien sûr. L'avènement de nouvelles technologies, notamment l'impression 3D, ça pose d'autres problématiques de propriété intellectuelle? Mais complètement, puisque effectivement il y a une libéralisation et une facilitation de la création qui pose des problématiques effectivement d'endurance et de qualité des produits, puisque ça c'est, enfin, si en apparence ça ressemble, est-ce que en résistance, est-ce qu'en conception ça a la même chose, c'est un vrai sujet. Et puis au-delà de ça, reproduire, c'est contrefaire. Donc oui, c'est des vraies questions. Ouais. Patrick Lebon, Jean-Luc, Baptiste. Pour moi, ça ne change rien. Parce que, bon, on fait la fabrication additive, avant, on faisait la fabrication soustractive. Voilà. Donc, la propriété industrielle, les problématiques de propriété industrielle sont exactement les mêmes. Alors, c'est vrai, c'est peut-être un peu plus facile. Voilà. Et notamment, derrière, il faut se poser les questions de caractéristiques mécaniques, choses comme ça. Hein, mais autrement, au niveau de propriété industrielle, pour nous, ça ne change rien. Hein. Alors nous, c'est un peu plus simple parce que, comme je dis, d'abord, nous, on ne vend pas. Si on fabrique en additif ou en soustractif, c'est pour libérer le bateau, c'est pour... Voilà. Donc, on a un peu moins de... On n'est pas là pour faire la concurrence ou quoi que ce soit. Hein. Mais au niveau propriété industrielle, nous, on estime, nous, que... Enfin, je me trompe peut-être, je ne suis pas expert du domaine, mais c'est pas plus compliqué qu'avant. Hein. Voilà. Jean-Luc Baptiste. Oui, c'est un moyen de plus. Je reviens à ce qui vient d'être dit, ça peut être une facilité. Effectivement, je reviens sur l'intervention de Régis qui était vraiment très intéressante. Une innovation n'est probante et une vraie innovation quand elle s'inscrit dans le temps. Quand on la retrouve 30 ans après, qu'on retrouve la clamolette, c'était une innovation, elle est prouvée. Voilà. Aujourd'hui, faut attendre, il faut que le temps fasse son travail, que l'utilisation... Voilà. La fabrication additive, l'impression 3D, notre bureau d'études en a. Ça commence par notre bureau d'études, évidemment. Pour le maquettage, c'est intéressant. Voilà. Je commence à travailler sur la planche à dessin. On avait une capacité d'imagination. Aujourd'hui, elle est arrivée par le numérique. Aujourd'hui, on le met en forme. C'est une facilité d'accès. C'est intéressant pour nos utilisateurs. En support d'armement assisté, on a commencé par un maquettage. Ça permet de travailler l'ergonomie pour nos utilisations. Donc ça, c'est intéressant. Après, ça n'a pas fait tout. Ils voulaient repartir. Nos utilisateurs, toujours pressés, et c'est bien normal, par rapport à leurs besoins opérationnels, voulaient repartir avec les maquettes. On leur a fait comprendre que ce n'était pas du tout qualifié et pas du tout fiable. Je caricature à peine, mais aujourd'hui, ça a permis de gagner du temps dans le processus de conception. Donc c'est toujours intéressant. Est-ce que c'est le produit miracle? Bien évidemment, non. Il y en a très peu et on ne serait pas à en parler aujourd'hui. Hein. On aurait trouvé le produit unique et puis ça serait formidable et on serait au chômage. Ce n'est pas le cas et ça nous fait quand même travailler à persévérer dans l'innovation pour aller et faire le lien et l'appliquer directement, je veux dire, au quotidien dans nos activités de maintenance. Donc c'est important. Et surtout, derrière, je reviens, garantir notre qualification initiale et notre définition approuvée et qualifiée. Ça, c'est important. Donc tout ce qui sert la définition approuvée et qualifiée est intéressant. C'est effectivement la base. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Je vais faire passer un micro. Merci, bonjour. J'ai un client donc, qui a acheté une usine industrielle, enfin un gros site industriel. Et ce site est composé de plusieurs lots, donc différents sous-traitants hein, qui ont fourni différents systèmes. Et ce constructeur a demandé aux différents titulaires de lots de ne pas vendre en direct des pièces de rechange au client final. Donc est-ce que c'est une pratique qu'on voit parfois? Est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce que c'est complètement illégal ou en tout cas répréhensible? C'est-à-dire que le fabricant n'a pas le droit de vendre les pièces en direct, oui. En direct. Alors que
L'ensemblier, lui, ne fabrique rien, hein, donc il achète à des sous-traitants qui eux-mêmes achètent ensuite à des fabricants, et ce fabricant ne peut pas vendre en direct, en fait, sans passer par Tout ce qui est disruptif et qui empêche la libre concurrence, par définition, elle peut être remise en cause. Après, c'est une négociation contractuelle. Quel est son avantage ? Est-ce que c'est équilibré ? Est-ce que ça l'est pas ? Est-ce que c'est abusif ? Est-ce que ça l'est pas ? Si ça apparaît comme étant abusif, ça peut être remis en cause. On a une autre question. Une question pour vous encore, Madame Clavier. Vous avez dit qu'un brevet, vous protégez 20 ans et un dessin 25 ans. La date, elle part à partir de quand? Je prends l'exemple d'un équipementier pour la Marine nationale, par exemple, qui a conçu un sous-système il y a déjà 5 ans avant qu'il soit acheté, par exemple, par Naval Group pour être implémenté sur un navire. Ces 20 ans, ils partent de quand? Ils partent de quand le produit est sorti, quand le contrat a été passé ou quand le premier de série a été livré? Non, c'est une très bonne question. En fait, le brevet est un titre territorial et il court à compter de sa date de dépôt. Ce qui est un vrai sujet d'ailleurs, parce que 20 ans, au bout de 20 ans, est-ce que le brevet il est toujours aussi performant? Est-ce qu'il n'est pas obsolète lui-même, bien sûr? Mais la raison aussi pour laquelle c'est 20 ans, c'est que comme on est obligé de déposer très tôt et avant toute divulgation publique, puisque une des conditions de protection, c'est la nouveauté, mais en réalité, on est obligé de déposer avant le prototypage et le pré-série, puisque par définition, il faut que personne n'ait accès à l'information, sinon c'est destructeur de nouveautés, et donc mon brevet, j'aurais dépensé de l'argent pour qu'il soit en réalité nul, donc c'est vraiment voilà. Donc on a souvent, par exemple dans le domaine de la santé, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir encore de la R&D, de la mise au point, de la validation FDA, qui prennent 5-10 ans sur la viabilité du brevet. Donc il me reste en gros 5 à 10 ans pour l'exploiter. Patrick Debon. Oui, alors je vais rebondir un peu. J'ai le droit de poser des questions moi aussi? Mais, oui, bien sûr. Moi j'ai compris quand même de ce qu'a dit ma collègue de droite, c'est qu'il ne peut y avoir de propriété industrielle que s'il y a dépôt de brevet. Donc s'il n'y a pas dépôt de brevet, il n'y a pas de propriété industrielle. Voilà, je pense que je vais rebondir là-dessus dans mes relations avec mes industriels préférés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Laurent D'Amico. Alors moi j'ai 3 questions. 1, comment faites-vous pour gérer l'obsolescence des formats numériques qui permettent de gérer vos plans, vos données et ainsi de suite? Parce que tout à l'heure j'ai compris que c'est pas de plan, c'est un thème mal barré, mais si on a les plans dans un format numérique obsolète, ça peut être compliqué. 2e question, comment faites-vous avec la réglementation ITAR, International Traffic in Arms Regulation? 3, est-ce que vous vous appuyez sur tout le travail qui est fait actuellement par les Ukrainiens, qui prennent plein de missiles des Russes sur la tête, et il y en a qui s'amusent à analyser, de faire du rétrofit pour savoir ce qu'ont mis comme composants les Russes dans leurs missiles. Et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de composants américains qui normalement ne devraient pas être là-dedans, qui ont été effacés, et maintenant on voit tous les composants qui sont réellement utilisés avec de la récupération de matériel obsolète informatique. Alors, qui veut répondre? Bon, moi, je vais répondre à ce que je sais toujours. Ça, c'est clair que la 2e question, tout ce qui est ITAR, c'est clair qu'on peut rien faire. Voilà. On essaie justement de ne pas être soumis aux règles d'ITAR dès qu'il y a un problème de souveraineté. C'est plutôt du ressort de la DGA que du SSF. Mais c'est une vraie problématique qui est étudiée à chaque fois. Je ne pense pas qu'on s'amuserait à copier des matériels américains, soumis aux règles d'ITAR, je ne pense pas. Ce que vous avez évoqué sur l'Ukraine, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est pas de l'espionnage, mais ça a toujours été une activité. Alors c'est plutôt la DGA plutôt que le SSF qui gère ça. Mais c'est ou d'autres services plus spécialisés d'aller voir un petit peu sur comment sont faits les armes des autres, par les tombées du camion, comme on dit, ou trouver comme ça sur... Là. Mais par contre, le SSF, je ne peux pas vous dire, on n'est pas allé voir, c'est pas remonté jusqu'à nous toujours. Et la première, c'était les plans, les formats informatiques. On est aussi nous, on n'a pas de solution.
Alors, Jean-Luc Baptista. Pour les données numériques obsolètes ou les données papier, d'abord on ne travaille pas avec des données numériques obsolètes et papier. Si elles sont obsolètes, elles ne sont pas utilisables. Donc on travaille toujours avec la dernière définition approuvée. Après, lorsqu'on repart dans un cycle de conception, on repart et on requalifie les données de définition. Donc par essence, on est dans le processus de conception. Donc la chance d'avoir un bureau d'études. Nous avons, Patrick l'a cité, une autorité technique qui est la DGA, donc avec des actes techniques aujourd'hui qui sont très rigoureux, effectivement, parce qu'il y a de l'enjeu. Il faut garantir la fonctionnalité de nos aéronefs. Quand on parle de sécurité des vols, c'est aussi la sécurité des personnes transportées. Il faut quand même que les personnes qui accomplissent leur mission l'accomplissent en toute sécurité aussi. Aussi de théâtre d'opération, de conflit, de théâtre de guerre, pour prononcer le mot, ou de théâtre tout simplement d'opération. Donc ça, c'est un autre sujet, pour y revenir. On doit être toujours bien éthique, les données. Et quand elles sont évolutives, l'évolution doit se traiter et doit être validée. Donc il n'y a pour moi pas de débat sur les données obsolètes, qu'elles soient numériques ou papier. Donc oui. Alors, pardon. C'est ça, il n'y a plus le logiciel pour lire le plan, quoi, très concrètement. Ouais. Et modifier le plan. Ouais. Malheureusement, on repart en cycle de conception. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le niveau 6, on a des classes de traitement d'obsolescence. On est en classe 6, c'est la plus défavorable. C'est celle que, personnellement, en tant que responsable programme, je crains le plus, parce que derrière, c'est des ruptures, donc c'est des compensations. Et là, il va falloir travailler sur des prélèvements et peut-être de l'attrition. Donc c'est ce qui est le plus compliqué. Et c'est vraiment toute l'action et toute l'énergie doit être mise pour éviter ce genre de situation et être en veille active d'obsolescence, mais à travers cela aussi en veille active de donner définition, donc garantir la continuité. Donc le travail doit se faire de manière préventive. Et après, évidemment, on a ces contraintes. Voilà. La défaillance fournisseur est la plus risquée aujourd'hui. Hein. On part avec la définition où on n'a pas vu venir, parce qu'effectivement, le périmètre est vaste. Donc on ne regarde pas tout, ça serait illusoire de dire qu'on surveille tout, ce n'est pas possible, et honnêtement. Donc aujourd'hui, mais effectivement, il n'y a pas plusieurs manières d'échapper si on veut être conforme à la définition et à faire un travail le plus professionnel possible. Sur les théâtres d'opération, la réglementation navigabilité, il y a un article qui est l'article 10 qui peut ôter les contraintes de navigabilité. Donc encore une fois, je rebondis sur ce que vous disiez, la loi et la réglementation n'est pas si mal faite que ça, c'est comment on l'applique, dans quelles conditions, qui signe derrière, qui s'engage. Alors elle est sous l'autorité de l'état-major, évidemment, et vous l'imaginez bien, elle est utilisée dans des situations bien particulières, où évidemment l'aspect destruction est dans un autre plan et dans un autre paradigme. Pour être clair, ou pas clair peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, on est dans des missions données. Donc, mais en attendant, on doit convoyer nos aéronefs, on doit préserver les équipages, et pour que ceux-ci puissent accomplir les missions pour lesquelles ils sont préparés et missionnés, si je peux faire cette répétition. Maître Clavier, voilà. Le mot de la fin. En complément par rapport à votre question, je n'ai pas de recul. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 5 ans, quand on fait de l'entiercement, donc du dépôt, de plans et de logiciels. Là, on travaille avec des huissiers ou avec l'Agence pour la protection des programmes, dans lequel on leur demande de nous garantir que ce qu'on a déposé va pouvoir être transformé et adapté et intégré dans leur serveur. Alors, encore une fois, je n'ai pas le recul, donc je ne sais pas quelle est la viabilité sur 30 ans, puisque là, on vient de faire un dépôt pour 30 ans. De la lisibilité future des plans et de toute la documentation technique. Là, pour le coup, ça concerne des bateaux, donc voilà. Merci beaucoup, Maître Clavier. Merci, messieurs, de vos éclairages sur ce sujet que vous avez rendu compréhensible, qui peut être un petit peu compliqué, mais en tout cas qui est passionnant. Merci, on se retrouve on peut les applaudir, bien évidemment. Et nous, on se retrouve dans un peu plus d'une demi-heure ici, en direct, pour parler de la maintenance, pilier de l'économie circulaire. Ça fait écho à ce qu'on vient de traiter. À tout à l'heure.